La mer, ce matin-là, donnait l'illusion d'un calme presque irréel, comme si elle cherchait à effacer toute trace de ce qu'elle avait pourtant abrité quelques heures plus tôt. Sur la plage encore marquée par les balises de sécurité, les empreintes des enquêteurs et les restes d'une agitation récente, le vent balayait le sable avec une régularité froide, indifférente à la violence du drame qui venait de s'y jouer. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, une vérité lourde commençait à s'imposer, une vérité que les premières conclusions scientifiques allaient rendre impossible à nier. Au commissariat, l'atmosphère avait changé de nature à mesure que les éléments de l'enquête se précisaient, laissant place à une tension silencieuse qui pesait sur chacun des policiers présents. Lorsqu'Hugo apporta les résultats de l'autopsie, ce ne fut pas seulement un rapport de plus dans un dossier déjà sensible, mais bien un tournant décisif qui allait redéfinir toute l'affaire. Les conclusions étaient sans appel, formulées avec la rigueur froide de la médecine légale. Isor n'était pas morte noyée, contrairement à ce que la découverte de son corps pouvait laisser croire au premier abord. L'absence d'eau dans ses poumons indiquait clairement qu'elle avait été privée d'air avant d'être immergée, ce qui signifiait qu'un geste volontaire, réfléchi, avait précédé la mise en scène du corps dans l'eau. Cette révélation transforma instantanément la perception du drame, faisant basculer l'enquête d'un accident possible à un homicide avéré, impliquant nécessairement la présence d'un auteur et d'une intention. Dans ce contexte, chaque détail, chaque témoignage, chaque relation prenait une importance nouvelle, et parmi tous les éléments déjà recueillis, un nom revenait avec une insistance de plus en plus difficile à ignorer, celui de Jérémy. Dans son bureau, Baker encaissait ces informations avec une difficulté qu'il ne cherchait même plus à dissimuler. Derrière la posture du professionnel expérimenté se cachait désormais une inquiétude plus personnelle, plus profonde, qui venait brouiller sa capacité d'analyse. Il se remémorait les derniers échanges avec son neveu, les signes qu'il n'avait peut-être pas su interpréter à temps, cette impression diffuse que Jérémy traversait une période instable sans jamais accepter de s'ouvrir véritablement. L'idée que ce jeune homme, qu'il avait vu grandir et qu'il avait toujours considéré comme capable de s'en sortir malgré ses errances, puisse être mêlé à une affaire aussi grave le confrontait à un dilemme intérieur difficile à résoudre. Face à lui, Janet adoptait une position plus distante, presque pragmatique, refusant de se laisser influencer par le lien familial qui semblait troubler Baker. Pour elle, Jérémy restait avant tout un adulte responsable, et le fait qu'il soit identifié comme la dernière personne à avoir vu Isor vivante constituait un élément suffisamment sérieux pour justifier une suspicion légitime. Cette divergence de perception accentuait encore davantage le trouble de Baker, partagé entre son instinct d'enquêteur et son attachement personnel. Dans ce climat tendu, la décision de convoquer Jérémy fut rapidement confirmée, et Aude, en charge de l'interrogatoire, se préparait déjà à exploiter chaque détail susceptible de faire émerger une vérité encore dissimulée. Elle n'avait pas encore toutes les pièces du puzzle, mais elle disposait d'un point d'ancrage solide, le dernier contact connu entre la victime et celui qui devenait, de fait, un suspect central. Pendant ce temps, loin du commissariat, Nathalie tentait de retrouver un semblant de normalité en partageant un moment avec Berthier, mais cette tentative restait fragile, constamment menacée par les émotions qu'elle ne parvenait plus à contenir. Elle évoquait avec difficulté la confrontation récente avec Jeanne, un moment qui avait ravivé en elle une douleur ancienne, presque viscérale, liée à une histoire familiale qu'elle avait toujours eu du mal à comprendre. Le regard qu'elle avait perçu chez Jeanne, chargé de rejet et de dureté, l'avait profondément marquée, au point de lui faire regretter d'avoir cherché à renouer avec ce passé. À travers ses confidences, Nathalie laissait apparaître une fatigue émotionnelle intense, comme si chaque tentative de se rapprocher de cette famille ne faisait que renforcer son sentiment d'exclusion. Berthier, fidèle à son rôle d'appui, tentait de lui offrir une forme de recul en lui suggérant d'accepter la rupture, de faire le deuil de liens qui ne semblaient lui apporter que souffrance, mais Nathalie n'était pas encore prête à franchir cette étape. C'est dans cet état de vulnérabilité qu'intervint une découverte inattendue, susceptible de bouleverser profondément son rapport à son histoire personnelle. Lors de la perquisition menée chez les Beaulieu, Alex avait mis la main sur une lettre laissée par Didier, le père de Nathalie, un homme qu'elle n'avait jamais connu et dont l'absence avait marqué toute sa vie. Cette lettre, écrite avant sa mort, représentait bien plus qu'un simple document. Elle portait en elle la promesse d'une vérité longtemps inaccessible. Lorsque Nathalie apprit son existence, une émotion mêlée d'appréhension et d'espoir s'empara d'elle, consciente que ces mots pouvaient soit apaiser ses blessures, soit en raviver de nouvelles. Parallèlement, au commissariat, Jérémy se présenta à sa convocation dans un état de tension visible, bien qu'il s'efforce de garder une certaine maîtrise de lui-même. Son attitude, ses gestes, son regard trahissaient une fatigue accumulée et une inquiétude qu'il ne parvenait pas totalement à dissimuler.
Baker, présent lors de cet échange, observait chaque détail avec une attention particulière, cherchant à discerner ce qui relevait de la nervosité naturelle face à une situation stressante et ce qui pourrait indiquer une implication plus profonde. L'interrogatoire se déroula dans un premier temps sur un ton mesuré, Aude laissant Jérémy s'exprimer librement afin de recueillir une version détaillée des faits. Il expliqua avoir rencontré Isor sur le campus universitaire, une rencontre qui avait évolué vers une relation suffisamment proche pour qu'ils passent du temps ensemble régulièrement. En revenant sur leur dernière soirée, il décrivit un enchaînement d'événements simples en apparence, un dîner à la Grande Motte, suivi d'une promenade le long du front de mer, dans une atmosphère qu'il présentait comme calme et sans tension particulière. Il précisa également qu'ils ne s'étaient pas quittés dans des circonstances conflictuelles, Isor devant rentrer pour préparer une conférence importante prévue le lendemain, ce qui expliquait leur séparation sans prolongation de la soirée. Ce récit, cohérent dans sa structure, ne permettait cependant pas d'éclaircir le point essentiel qui préoccupait les enquêteurs, ce qui avait pu se produire après ce moment. Aude, attentive aux moindres détails, ne se contentait pas d'écouter les paroles, mais analysait également les silences, les hésitations, les nuances dans le ton, consciente que la vérité se cachait souvent dans ces zones d'ombre. Malgré l'apparente coopération de Jérémy, le fait qu'il soit la dernière personne à avoir vu Isor vivante constituait un élément trop lourd pour être ignoré. Dans le même temps, Nathalie, désormais seule avec la lettre de son père, prit finalement la décision de l'ouvrir, consciente que ce geste marquait un tournant dans son parcours personnel. Assise sur un banc, elle parcourut les premières lignes avec une émotion grandissante, découvrant un homme qu'elle n'avait jamais connu autrement que par son absence. Didier y exprimait ses regrets, son attachement, et surtout le fait qu'il avait pensé à elle chaque jour malgré la distance et les circonstances qui les avaient séparés. Ces mots, simples mais sincères, venaient combler un vide que Nathalie avait longtemps tenté d'ignorer, lui offrant une forme de reconnaissance qu'elle n'avait jamais reçue jusque-là. Ce n'était ni une réparation complète, ni une justification suffisante, mais c'était un début, une ouverture vers un apaisement possible. Pendant que Nathalie faisait face à cette révélation intime, l'enquête sur Isor continuait de progresser avec l'apparition d'un élément déterminant. L'analyse du téléphone de la victime permit de retrouver un message vocal adressé à Jérémy, dans lequel Isor exprimait le besoin de le voir, laissant entendre qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Le ton de sa voix, légèrement pressé, suggérait une urgence qui contrastait avec la description d'une soirée apparemment sans incident. Ce détail venait introduire une nouvelle dimension dans l'enquête, laissant supposer que la victime détenait une information ou une préoccupation susceptible d'avoir un lien direct avec sa mort. Plus tard, sur la plage où tout avait commencé, Jérémy se retrouva seul face à la mer, comme attiré par un besoin de comprendre ce qui lui échappait encore. Il réécoutait le message d'Isor à plusieurs reprises, cherchant dans chaque inflexion de sa voix un indice qu'il aurait pu négliger. Peu à peu, une prise de conscience s'imposait à lui, non pas sous la forme d'une certitude, mais d'un doute profond, presque angoissant, lié à ce moment qu'il n'avait pas su interpréter à sa juste importance. Face à l'horizon immobile, une peur nouvelle commençait à prendre racine en lui, une peur qui ne venait pas seulement de l'enquête en cours, mais de la possibilité qu'une vérité plus sombre soit sur le point d'émerger. L'enquête, désormais solidement ancrée dans la certitude d'un homicide, avançait avec une rigueur presque implacable, chaque nouvel élément venant renforcer l'idée que la mort d'Isor n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'une volonté précise, froide et soigneusement dissimulée. Au commissariat, les équipes se répartissaient les tâches avec une efficacité mécanique, comme si chacun cherchait à contenir l'ampleur du drame en se réfugiant dans la méthode. Pourtant, derrière cette organisation apparente, une tension sourde persistait, alimentée par le fait que le principal suspect appartenait à l'entourage proche d'un homme respecté au sein même de la hiérarchie policière. Baker, malgré son expérience, ne parvenait pas à se détacher complètement de cette dimension personnelle qui venait parasiter son jugement. Il tentait de conserver une posture irréprochable, de ne rien laisser transparaître de ses doutes ou de ses craintes, mais chaque information concernant Jérémy semblait résonner en lui avec une intensité particulière. Il repensait à leurs échanges récents, à cette impression que son neveu se débattait dans une situation qu'il ne maîtrisait plus, sans jamais avoir eu le courage ou la lucidité de demander de l'aide. Cette réflexion le hantait d'autant plus qu'elle ouvrait une possibilité troublante, et si, au-delà d'une simple présence sur les lieux, Jérémy avait été impliqué dans quelque chose de plus complexe, de plus dangereux qu'il ne l'avait laissé paraître? Dans le même temps, Aude poursuivait son travail avec une détermination méthodique, refusant de se laisser influencer par les considérations personnelles qui pouvaient entourer l'affaire. Pour elle, les faits restaient la seule boussole fiable, et ces faits désignaient clairement Jérémy comme une pièce centrale du puzzle.
Elle reprit l'analyse de son interrogatoire, examinant chaque détail de son récit, chaque élément susceptible de révéler une incohérence. Ce qui la troublait n'était pas tant ce qu'il avait dit, mais ce qu'il n'avait pas dit, ces zones d'ombre qui persistaient malgré la précision apparente de ses réponses. Elle s'attarda particulièrement sur le message vocal laissé par Isor, dont la tonalité contrastait fortement avec la description d'une soirée calme et sans tension. Cette discordance suggérait que quelque chose s'était produit entre le moment où Isor avait ressenti le besoin de voir Jérémie et celui où ils s'étaient quittés. Une question s'imposait alors avec une évidence croissante. Ce rendez-vous avait-il réellement été aussi banal que Jérémie le prétendait, ou bien avait-il dissimulé un échange plus lourd de conséquences? Pendant ce temps, Nathalie, encore bouleversée par la lecture de la lettre de son père, tentait de donner un sens à cette révélation tardive qui venait bouleverser l'image qu'elle s'était construite toute sa vie. Les mots de Didier continuaient de résonner en elle, non pas comme une simple confession, mais comme une présence inattendue qui venait combler un vide ancien. Elle repensait à toutes ces années passées à imaginer cet homme, à le juger sans le connaître, à lui reprocher une absence qu'elle n'avait jamais pu comprendre. Désormais, ces reproches se mêlaient à une forme de tristesse plus douce, presque apaisante, née de la certitude qu'il ne l'avait jamais complètement oublié. Ce bouleversement intérieur, pourtant, ne l'empêchait pas de rester vulnérable face aux manipulations de Claudine, qui voyait dans cette situation une opportunité à exploiter. Avec une habileté calculée, elle avait présenté à Nathalie un contrat censé accélérer les démarches liées à son héritage, mettant en avant la complexité administrative et la durée potentielle des procédures pour justifier des commissions particulièrement élevées. Le montant évoqué, représentant une part importante de l'héritage, aurait dû susciter une méfiance immédiate, mais Nathalie, encore fragilisée émotionnellement, semblait prête à accepter cette proposition sans en mesurer pleinement les conséquences. Le document, préparé avec soin, attendait sa signature, et pendant quelques instants, tout semblait indiquer que Nathalie allait céder à cette pression, cherchant dans cette décision une manière de simplifier une situation qui lui échappait. Mais au moment où elle s'apprêtait à franchir ce pas, un appel de la police vint interrompre ce processus, suspendant temporairement une décision qui aurait pu s'avérer irréversible. Cette interruption, bien que fortuite en apparence, introduisait une nouvelle incertitude. Nathalie avait-elle réellement échappé à cette manipulation, ou ne s'agissait-il que d'un simple report? Dans un autre registre, l'affaire d'Isor commençait également à attirer l'attention des médias, notamment à travers Paloma, qui suivait le dossier pour le Midi Libre. Sa présence sur le campus universitaire témoignait de l'intérêt grandissant suscité par cette affaire, mais aussi de la compétition silencieuse qui opposait journalistes et policiers dans la quête d'informations. Lorsqu'elle croisa Manu, chacun se montra prudent, conscient que toute information partagée pouvait influencer l'évolution de l'enquête ou la manière dont elle serait perçue par le public. Cette retenue mutuelle traduisait une méfiance professionnelle, mais aussi une forme de respect implicite, chacun reconnaissant les limites de son rôle sans pour autant renoncer à obtenir un avantage sur l'autre. Dans ce jeu d'équilibre, la vérité devenait un enjeu stratégique, manipulé avec précaution, révélé par fragments. Parallèlement, des scènes de vie plus ordinaires continuaient de se dérouler, comme un contraste saisissant avec la gravité de l'enquête. José, par exemple, tentait de proposer des objets à Alix, cherchant à tirer profit de certaines opportunités commerciales malgré le contexte. Si les premières propositions ne suscitèrent pas d'intérêt, un compromis finit par être trouvé autour de quelques lampes, à condition que les transactions soient correctement documentées. Ce type d'échange, en apparence anodin, témoignait d'une réalité parallèle où les préoccupations quotidiennes continuaient d'exister malgré les drames en cours. Cependant, c'est bien du côté de l'enquête que les enjeux les plus lourds se dessinaient. L'analyse des éléments saisis lors de la perquisition chez Jérémie, notamment son ordinateur, devenait une priorité, les enquêteurs espérant y trouver des traces susceptibles de confirmer ou d'infirmer les soupçons qui pesaient sur lui. Chaque fichier, chaque échange, chaque donnée pouvait potentiellement révéler un aspect caché de sa relation avec Isor, ou mettre en lumière des éléments que son témoignage n'avait pas permis de dévoiler. Dans ce contexte, Jérémie, de son côté, se retrouvait de plus en plus isolé, confronté à une réalité qui semblait lui échapper progressivement. Le poids de l'enquête, la suspicion croissante, et le regard des autres contribuaient à l'enfermer dans une position de plus en plus inconfortable, où chaque geste, chaque parole pouvait être interprétée comme un indice de culpabilité. Cette pression, combinée à ses propres interrogations sur la dernière soirée passée avec Isor, alimentait une angoisse diffuse, difficile à contenir. Alors que le soleil commençait à décliner sur Montpellier, une certitude s'imposait peu à peu.
l'affaire ne faisait que commencer, et derrière les apparences d'une enquête maîtrisée se cachait une complexité bien plus profonde, prête à émerger au moindre faux pas. L'enquête avançait désormais dans une direction où chaque détail prenait une dimension stratégique, comme si la vérité se dissimulait dans les interstices les plus discrets des faits déjà connus. Au commissariat, les équipes poursuivaient leurs analyses avec une concentration accrue, conscientes que le moindre élément négligé pouvait retarder la compréhension d'un crime dont la mise en scène révélait déjà une certaine préméditation. L'absence d'indices évidents lors de la perquisition chez Jérémy renforçait paradoxalement les soupçons, car elle suggérait soit une innocence réelle, soit une dissimulation particulièrement efficace. Aude, fidèle à sa méthode, refusait de conclure trop rapidement. Elle reprenait mentalement chaque étape de la chronologie, cherchant à établir une continuité logique entre les faits, les témoignages et les éléments matériels. Ce qui la frappait de plus en plus, c'était la cohérence apparente du récit de Jérémy, une cohérence presque trop parfaite pour être totalement crédible. Il avait décrit une soirée simple, sans conflit, sans tension, mais cette version se heurtait à un élément essentiel, le message vocal d'Isor, chargé d'une urgence qui ne pouvait être ignorée. Cette contradiction devenait un point de focalisation, un axe autour duquel l'enquête risquait de se structurer. Si Isor avait réellement ressenti le besoin de voir Jérémy pour lui parler de quelque chose d'important, alors il devenait difficile d'admettre que leur rencontre s'était conclue sans événement notable. Il fallait donc envisager que cette discussion avait bien eu lieu, mais qu'elle n'avait pas été mentionnée, volontairement ou non, par Jérémy. Dans le même temps, Baker observait l'évolution de l'enquête avec une attention mêlée d'inquiétude. Il percevait de plus en plus clairement la direction que prenaient les investigations, et cette trajectoire le confrontait à une réalité qu'il refusait encore d'accepter pleinement. Il tentait de s'accrocher à l'idée que les preuves finiraient par innocenter son neveu, mais chaque nouvel élément venait fragiliser cette conviction. Ce conflit intérieur, entre la rationalité du policier et l'attachement de l'oncle, le plaçait dans une position inconfortable, où chaque décision pouvait être interprétée comme un acte de partialité. Parallèlement, Nathalie poursuivait son cheminement personnel, encore profondément marqué par la lettre de son père. Après l'avoir lue seule, elle ressentit le besoin de partager ce moment avec quelqu'un de proche, comme pour ancrer cette révélation dans une réalité plus tangible. Elle choisit Emma, sa fille, comme confidente, consciente que ce lien mère-fille pouvait lui offrir un soutien sincère et sans jugement. Lorsqu'elle évoquait le contenu de la lettre, sa voix portait encore les traces de l'émotion qui l'avait submergée. Elle expliqua qu'elle avait attendu ces mots toute sa vie, sans jamais vraiment croire qu'ils pourraient exister. Les regrets exprimés par Didier, son attachement silencieux, et cette idée qu'il aurait voulu être présent si elle l'avait souhaité, venaient modifier profondément la manière dont elle percevait son passé. Ce n'était plus seulement une histoire d'abandon, mais aussi celle d'un homme incapable d'assumer ses choix, mais pas indifférent pour autant. Cette prise de conscience, bien que tardive, lui apportait une forme d'apaisement inattendu. Elle ressentait un allègement, comme si un poids invisible qu'elle portait depuis des années venait enfin de se détacher. Pour la première fois, elle envisageait la possibilité d'avancer sans être constamment rattrapée par cette absence. Emma, touchée par la sincérité de ce moment, accueillit ses confidences avec douceur, offrant à sa mère un espace de compréhension qui contrastait avec les tensions familiales qu'elle avait récemment traversées. Ce dialogue, simple mais profond, marquait une étape importante dans leur relation, renforçant un lien déjà solide. Cependant, cette parenthèse émotionnelle ne faisait pas disparaître les menaces qui pesaient encore sur Nathalie, notamment à travers les manœuvres de Claudine. Le contrat proposé restait en suspens, et même si sa signature avait été interrompue, rien n'indiquait que cette tentative d'exploitation s'arrêterait là. Claudine, consciente de la fragilité de Nathalie, pouvait à tout moment revenir à la charge, en adaptant son discours ou en accentuant la pression. Dans un autre registre, l'enquête sur Isor continuait de s'étendre, impliquant progressivement d'autres acteurs et d'autres perspectives. La présence de Paloma dans l'environnement universitaire témoignait de l'intérêt médiatique croissant pour cette affaire, mais aussi de la complexité croissante de la gestion de l'information. Les interactions entre journalistes et policiers devenaient de plus en plus tendues, chacun cherchant à protéger ses sources tout en tentant d'obtenir des éléments susceptibles de faire avancer son propre travail. Manu, de son côté, se trouvait dans une position délicate, partagée entre son rôle d'enquêteur et sa relation personnelle avec certains des protagonistes indirectement impliqués. Il devait composer avec cette dualité, en veillant à ne pas compromettre l'enquête tout en maintenant une certaine distance émotionnelle, indispensable pour conserver son objectivité.
Pendant ce temps, les résultats de l'analyse des supports numériques saisis chez Jérémy étaient attendus avec une impatience croissante. Les enquêteurs savaient que ces données pouvaient contenir des informations cruciales, qu'il s'agisse d'échanges avec Izor, de recherches spécifiques, ou d'éléments susceptibles de révéler un contexte plus large. Dans ce type d'affaires, la dimension numérique jouait souvent un rôle déterminant, permettant de reconstituer des comportements, des intentions, et parfois même des contradictions invisibles à l'œil nu. Jérémy, quant à lui, continuait de subir le poids de la suspicion, une pression qui s'intensifiait à mesure que l'enquête avançait. Son isolement devenait de plus en plus palpable, renforcé par le regard des autres et par la conscience qu'il occupait désormais une place centrale dans une affaire criminelle. Cette situation l'obligeait à se confronter non seulement aux accusations implicites, mais aussi à ses propres souvenirs, qu'il revisita avec une attention nouvelle, cherchant à comprendre s'il avait manqué quelque chose d'essentiel. Sur la plage, où il s'était rendu une nouvelle fois, l'environnement semblait inchangé, mais son regard, lui, avait évolué. Ce lieu, qui avait été le théâtre de moments ordinaires quelques jours plus tôt, portait désormais une charge symbolique lourde, associée à une fin tragique qu'il ne parvenait pas à expliquer. En réécoutant le message d'Izor, il tentait de capter des nuances, des indices qui pourraient lui permettre de reconstituer ce qui lui échappait encore. Peu à peu, une idée s'imposait à lui, non pas comme une certitude, mais comme une hypothèse troublante. Izor ne l'avait pas simplement contacté pour une conversation anodine. Quelque chose la préoccupait réellement, et ce quelque chose, qu'il n'avait pas su ou voulu percevoir à temps, pouvait être au cœur même de ce qui lui était arrivé. À mesure que cette réflexion prenait forme, une inquiétude plus profonde s'installait, dépassant la simple peur d'être accusé. Il commençait à envisager la possibilité que la vérité, une fois révélée, ne corresponde pas du tout à ce qu'il croyait savoir, et que son propre rôle dans cette histoire soit plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Ainsi, alors que la nuit tombait sur Montpellier, l'enquête continuait de tisser ses fils invisibles, reliant peu à peu des éléments dispersés, et préparant le terrain à des révélations qui pourraient bouleverser bien plus que la simple résolution d'un crime. L'enquête atteignait un stade où les apparences commençaient à se fissurer, laissant entrevoir une réalité plus complexe que celle esquissée dans les premiers témoignages. Au commissariat, les résultats de l'analyse des données numériques saisies chez Jérémy commencèrent à arriver progressivement, apportant avec eux une série d'éléments qui, sans constituer des preuves irréfutables, contribuaient à densifier le faisceau de soupçons déjà existants. Les échanges retrouvés, les horaires de connexion, les traces de communication avec Izor formaient une chronologie qui, mise en perspective avec les déclarations de Jérémy, révélait certaines zones d'ombre encore inexpliquées. Aude prit le temps d'examiner ces informations avec une minutie extrême, consciente que ce type de données nécessitait une interprétation prudente. Ce qui attira particulièrement son attention fut la fréquence des échanges entre Izor et Jérémy dans les heures précédant leur rencontre, une intensité qui semblait en décalage avec la description d'une relation stable et sans tension. Ce constat renforçait l'hypothèse selon laquelle Izor traversait un moment de doute ou d'inquiétude, et que cette inquiétude avait trouvé un écho dans ses communications avec lui. Dans le même temps, l'absence de messages après leur dernière rencontre posait une question troublante. Si Izor avait ressenti le besoin de lui parler de quelque chose d'important, pourquoi aucune trace écrite ne subsistait-elle après leur séparation ? Cette absence pouvait s'expliquer de plusieurs manières, mais elle introduisait une discontinuité dans le récit qui méritait d'être explorée plus en profondeur. Baker, informé de ces avancées, éprouvait une difficulté croissante à maintenir la distance professionnelle qu'exigeait sa fonction. Chaque élément supplémentaire semblait resserrer l'étau autour de Jérémy, et même s'il s'efforçait de ne pas tirer de conclusions hâtives, il ne pouvait ignorer la direction que prenait l'enquête. Cette situation le plaçait dans une position particulièrement délicate, où son rôle de supérieur hiérarchique entrait en conflit direct avec son attachement familial. Il tenta néanmoins de se convaincre que la prudence restait de mise, que les indices ne constituaient pas encore une preuve, et que l'enquête devait suivre son cours sans être influencée par des considérations émotionnelles. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude persistante s'installait, alimentée par l'impression que Jérémy lui échappait, non seulement en tant que suspect, mais aussi en tant que personne. Parallèlement, Nathalie continuait d'intégrer progressivement l'impact de la lettre laissée par Didier. Cette lecture avait ouvert en elle une brèche émotionnelle qui, loin de la fragiliser, semblait lui permettre de reconstruire une part de son identité sur des bases nouvelles. Elle repensait aux mots de son père avec une attention renouvelée, cherchant à en saisir toutes les nuances, comme si chaque phrase contenait une clé pour comprendre ce qui lui avait manqué pendant tant d'années. Ce processus intérieur, bien que douloureux, lui apportait une forme de clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant.
Elle commençait à envisager son passé non plus comme une succession d'abandons, mais comme une histoire complexe, marquée par des choix, des erreurs et des regrets. Cette évolution de perspective lui donnait la force de se projeter différemment, de ne plus se définir uniquement à travers ce manque initial. Cependant, cette reconstruction restait fragile, et Claudine, toujours attentive aux failles de Nathalie, n'avait pas renoncé à exploiter la situation. Le contrat qu'elle avait proposé restait en attente, et même si Nathalie n'avait pas encore apposé sa signature, la pression exercée par Claudine continuait de peser. Elle savait que le temps jouait en sa faveur, que l'incertitude liée à l'héritage pouvait pousser Nathalie à accepter des conditions qu'elle aurait refusées en temps normal. Dans ce contexte, la question de savoir si Nathalie avait réellement échappé à cette manipulation restait en suspens, laissant planer une menace latente sur son avenir financier. Du côté de l'enquête, une nouvelle étape se préparait avec la possibilité d'une confrontation plus directe entre les éléments recueillis et le témoignage de Jérémy. Aude envisageait de le convoquer à nouveau, cette fois-ci avec des questions plus ciblées, fondées sur les incohérences relevées dans les données analysées. L'objectif n'était pas seulement d'obtenir des réponses, mais de tester la solidité de sa version face à des éléments concrets. Cette perspective renforçait la pression qui pesait déjà sur Jérémy, dont la situation devenait de plus en plus difficile à gérer. Isolé, observé, et désormais confronté à des indices qui semblaient le désigner, il devait faire face à une réalité où chaque mot pouvait être interprété comme une tentative de dissimulation. Cette tension permanente commençait à altérer sa capacité à réfléchir avec clarté, le plongeant dans un état d'incertitude où ses propres souvenirs devenaient suspects. Sur la plage, où il continuait de se rendre régulièrement, Jérémy tentait de reconstituer les événements avec une précision presque obsessionnelle. Chaque détail de cette dernière soirée avec Isor prenait une importance nouvelle, chaque geste, chaque parole était revisité à la lumière de ce qu'il savait désormais. Ce lieu, autrefois banal, était devenu pour lui un espace de confrontation intérieure, où la réalité et les hypothèses se mêlaient jusqu'à devenir indistinctes. En réécoutant encore une fois le message vocal d'Isor, il se concentra sur les inflexions de sa voix, sur cette urgence qu'il n'avait pas perçue avec suffisamment d'attention au moment où elle s'était manifestée. Ce qui lui apparaissait désormais évident, c'était que ce message ne relevait pas d'une simple envie de le voir, mais d'un besoin réel, presque pressant, de partager quelque chose d'important. Cette prise de conscience alimentait une angoisse nouvelle, car elle impliquait qu'un élément crucial lui avait échappé, et que cet élément pouvait être directement lié à ce qui était arrivé à Isor. Cette idée, encore floue, commençait à s'imposer comme une hypothèse sérieuse, l'obligeant à envisager des scénarios qu'il n'avait jamais considérés jusque-là. Pendant ce temps, au sein de l'équipe d'enquête, la coordination entre les différents intervenants se renforçait, chacun apportant sa contribution à la compréhension globale de l'affaire. Les échanges entre Manu, Aude et Alex permettaient de croiser les informations, d'affiner les hypothèses, et de préparer les prochaines étapes avec une précision croissante. Cependant, malgré cette organisation, une question essentielle restait en suspens. Isor avait-elle été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait, ou bien par une personne extérieure à son cercle proche? Cette interrogation, encore sans réponse, constituait l'un des enjeux majeurs de l'enquête, car elle déterminait la direction à suivre. Dans ce contexte, Jérémy occupait une position centrale, non seulement en raison de son lien avec la victime, mais aussi parce que son témoignage constituait pour l'instant la seule base narrative permettant de reconstruire les derniers moments d'Isor. Cette responsabilité, qu'il le veuille ou non, le plaçait au cœur d'un processus dont il ne maîtrisait plus les contours. À mesure que la nuit s'installait une fois de plus sur Montpellier, les certitudes semblaient reculer au profit d'une complexité grandissante, laissant entrevoir une vérité encore fragmentée, prête à se recomposer à travers les révélations à venir. À mesure que l'enquête progressait, une impression diffuse commençait à s'installer parmi les enquêteurs, celle d'être face à une affaire dont les contours dépassaient largement ce qui avait été envisagé au départ. Les éléments accumulés ne formaient pas encore une preuve décisive, mais leur convergence dessinait une structure de plus en plus cohérente, dans laquelle chaque détail semblait s'emboîter avec une logique inquiétante. Au cœur de cette construction, la figure de Jérémy restait centrale, non pas parce qu'il était formellement désigné comme coupable, mais parce que tout, dans la chronologie et les circonstances, continuait de ramener à lui. Aude, en reprenant l'ensemble des données disponibles, s'efforçait de maintenir une vision globale de l'affaire, refusant de se laisser enfermer dans une hypothèse unique. Elle savait que les enquêtes les plus complexes étaient souvent celles où les évidences apparentes dissimulaient des réalités plus nuancées, voire totalement différentes. Pourtant, malgré cette prudence, elle ne pouvait ignorer le fait que la position de Jérémy devenait de plus en plus fragile à mesure que les vérifications se poursuivaient.
Les résultats de l'analyse numérique, bien qu'incomplets, continuaient d'apporter des éléments troublants. Certaines interactions entre Jérémy et Isor laissaient entrevoir une relation moins stable qu'il ne l'avait décrit, marquée par des échanges plus intenses, parfois empreints d'une tension difficile à qualifier précisément. Cette découverte ne constituait pas en soi une preuve de conflit majeur, mais elle remettait en question l'image d'une soirée parfaitement paisible telle qu'il l'avait présentée. Dans le même temps, l'absence de témoins capables de confirmer de manière indépendante le déroulement exact de leur dernière rencontre renforçait cette incertitude. Le dîner, la promenade, la séparation. Tout reposait essentiellement sur le récit de Jérémy, un récit qui, bien que structuré, restait isolé. Cette solitude narrative devenait en elle-même un élément problématique, car elle empêchait toute vérification directe, laissant place à des interprétations multiples. Baker, de son côté, se retrouvait de plus en plus confronté à une réalité qu'il ne pouvait plus repousser indéfiniment. Il observait l'évolution de l'enquête avec une attention constante, tentant de se convaincre que l'absence de preuves formelles suffisait encore à préserver une possibilité d'innocence. Mais au fond de lui, une inquiétude persistante s'installait, alimentée par le sentiment que chaque nouvelle découverte rapprochait un peu plus Jérémy d'une implication qu'il refusait d'imaginer. Cette tension intérieure se traduisait par une retenue inhabituelle dans ses échanges avec ses collègues, comme s'il cherchait à éviter toute prise de position trop marquée. Il savait que le moindre signe de partialité pourrait être interprété comme une tentative d'influence, et cette crainte le poussait à se replier sur une posture de neutralité qui, paradoxalement, accentuait son malaise. Pendant ce temps, Nathalie poursuivait son propre cheminement, encore marqué par la lecture de la lettre de Didier, mais progressivement capable de transformer cette émotion en une forme de lucidité nouvelle. Les mots de son père, en révélant une part de regret et d'attachement, avaient modifié son rapport à son histoire, lui permettant d'envisager son passé avec moins de colère et davantage de compréhension. Cependant, cette évolution ne la protégeait pas totalement des dangers qui l'entouraient, notamment en ce qui concernait la proposition de Claudine. Le contrat restait en suspens, mais son existence continuait de peser comme une menace silencieuse. Nathalie, désormais plus consciente des enjeux, commençait à percevoir le caractère potentiellement abusif de cette offre, sans pour autant être certaine de la manière dont elle devait y répondre. Cette hésitation traduisait un conflit intérieur entre le besoin de simplifier une situation complexe et la crainte de commettre une erreur aux conséquences irréversibles. Claudine, de son côté, ne pressait pas directement la décision, préférant laisser le doute s'installer, convaincue que le temps jouerait en sa faveur. Dans un autre registre, l'enquête sur Isor continuait d'attirer l'attention des médias, et Paloma intensifiait ses recherches, consciente que chaque information pouvait avoir un impact significatif sur la perception publique de l'affaire. Son travail, bien que distinct de celui des policiers, s'inscrivait dans une dynamique parallèle, où la recherche de vérité se mêlait à la nécessité de construire un récit cohérent pour le public. Les interactions avec Manu restaient marquées par une prudence mutuelle, chacun évitant de dévoiler des éléments sensibles tout en tentant d'obtenir des indices indirects. Cette relation, à la fois professionnelle et stratégique, illustrait la complexité des rapports entre les différents acteurs impliqués dans une affaire de cette nature. Parallèlement, les enquêteurs continuaient d'explorer toutes les pistes possibles, cherchant à déterminer si Isor avait été la cible d'un acte isolé ou si son meurtre s'inscrivait dans un contexte plus large. Cette question restait essentielle, car elle conditionnait l'orientation globale de l'enquête. Si Jérémy était impliqué, il fallait comprendre pourquoi. Et s'il ne l'était pas, il devenait alors crucial d'identifier ce qui faisait de lui un suspect si évident. Dans ce contexte, la personnalité d'Isor commençait à être examinée sous un angle plus approfondi. Ses relations, ses activités, ses éventuelles préoccupations. Tout était passé au crible dans l'espoir de découvrir un élément susceptible d'expliquer ce qui avait conduit à sa mort. Cette approche, bien que nécessaire, introduisait une dimension plus intime dans l'enquête, exposant des aspects de sa vie qui, jusque-là, étaient restés en dehors du regard public. Pendant ce temps, Jérémy continuait de faire face à une pression croissante, son isolement devenant de plus en plus marqué. Les regards se faisaient plus lourds, les silences plus pesants, et chaque interaction semblait chargée d'une suspicion implicite. Cette situation le poussait à se replier sur lui-même, cherchant dans ses propres souvenirs des réponses qu'il ne parvenait pas à formuler clairement. Sur la plage, où il retournait presque machinalement, le paysage semblait inchangé, mais son regard, lui, était profondément transformé. Ce lieu, autrefois associé à des moments simples, portait désormais le poids d'une tragédie qu'il ne pouvait ignorer. En réécoutant le message d'Isor, il tentait de reconstituer le fil de leurs échanges, cherchant à comprendre ce qu'il avait manqué, ce qu'il aurait dû voir ou entendre.
Peu à peu, une idée s'imposait avec une force croissante, celle que la clé de cette affaire ne se trouvait pas uniquement dans ce qui s'était passé cette nuit-là, mais dans ce qui avait précédé cette rencontre. Izor n'avait pas simplement voulu le voir par hasard, et cette certitude devenait de plus en plus difficile à ignorer. Cette prise de conscience, encore incomplète, ouvrait la voie à une hypothèse plus large, dans laquelle Jérémie n'était peut-être pas seulement un témoin ou un suspect, mais aussi une pièce d'un ensemble plus complexe, dont les contours restaient à définir. Ainsi, alors que l'enquête semblait progresser, elle révélait en réalité de nouvelles zones d'ombre, élargissant le champ des possibles et préparant le terrain à des révélations qui pourraient remettre en question toutes les certitudes établies jusque-là. L'affaire avait désormais atteint un point où chaque avancée semblait ouvrir de nouvelles interrogations, comme si la vérité refusait de se laisser saisir dans une forme simple et linéaire. Au commissariat, les enquêteurs continuaient de croiser les informations, de vérifier les détails, de confronter les hypothèses, mais plus ils progressaient, plus la complexité du dossier se révélait. Le meurtre d'Izor ne pouvait plus être envisagé comme un acte isolé dénué de contexte, tout indiquait qu'il existait en amont une dynamique encore invisible, un enchaînement de faits qui avait conduit à ce dénouement tragique. Aude, fidèle à sa méthode, poursuivait son travail avec une rigueur intacte, mais son regard sur l'affaire avait évolué. Elle ne cherchait plus uniquement à confirmer une culpabilité ou à établir une chronologie, mais à comprendre ce qui avait pu déclencher un tel acte. Cette approche plus globale l'amenait à reconsidérer certains éléments, notamment le message vocal laissé par Izor, qui prenait désormais une importance centrale. Ce message n'était plus seulement un indice parmi d'autres, mais peut-être la clé permettant d'accéder à la véritable nature de ce qui s'était joué. Dans ce contexte, la question du rôle de Jérémie devenait encore plus délicate. Les éléments recueillis continuaient de le placer au cœur de l'enquête, mais leur interprétation restait ouverte. Était-il impliqué directement, ou bien se trouvait-il au mauvais endroit, au mauvais moment, sans avoir compris ce qui se déroulait réellement autour de lui? Cette ambiguïté alimentait les débats internes, certains enquêteurs privilégiant une approche prudente, tandis que d'autres estimaient que les indices accumulés justifiaient une pression accrue. Baker, quant à lui, se trouvait dans une position de plus en plus difficile à tenir. L'évolution de l'enquête le contraignait à envisager des possibilités qu'il avait jusque-là refusé de considérer, et cette confrontation avec la réalité mettait à l'épreuve sa capacité à rester objectif. Il observait les échanges entre ses collègues, écoutait les analyses, mais derrière cette posture professionnelle se cachait une inquiétude grandissante, nourrie par le sentiment que la situation lui échappait totalement. Il repensait aux mots échangés avec Jérémie, à ces moments où il aurait peut-être pu intervenir, poser les bonnes questions, anticiper une dérive qu'il n'avait pas su percevoir. Cette réflexion, bien que stérile en apparence, alimentait un regret diffus, renforçant l'idée que l'affaire ne se jouait pas uniquement dans le présent, mais aussi dans un passé récent qu'il n'avait pas su décrypter. Dans le même temps, Nathalie poursuivait son évolution intérieure, marquée par la lecture de la lettre de Didier. Ce texte, qui aurait pu n'être qu'un souvenir tardif, était devenu pour elle un point d'ancrage, une manière de redéfinir son histoire personnelle en intégrant une vérité plus nuancée. Elle ne cherchait plus à combler une absence, mais à comprendre ce qu'elle représentait réellement, au-delà des blessures du passé. Cette transformation, bien que progressive, lui permettait d'aborder les événements présents avec une lucidité nouvelle. Elle commençait à percevoir plus clairement les intentions de Claudine, à mesurer les risques liés à la signature du contrat, et à envisager la possibilité de refuser une proposition qui, quelques heures plus tôt, lui semblait encore acceptable. Cette prise de distance constituait un tournant discret mais essentiel, marquant le début d'une affirmation plus consciente de ses intérêts. Cependant, cette évolution restait fragile, et l'environnement dans lequel elle évoluait continuait de présenter des menaces, parfois dissimulées sous des apparences rassurantes. Claudine, bien qu'elle n'ait pas encore relancé directement la question du contrat, restait attentive, prête à intervenir au moment le plus opportun. Parallèlement, l'enquête sur Izor continuait d'attirer l'attention, et la pression médiatique, bien que contenue, commençait à se faire sentir. Paloma, en poursuivant ses investigations, contribuait à maintenir l'affaire dans l'espace public, ce qui ajoutait une dimension supplémentaire à la gestion du dossier. Les policiers devaient désormais composer non seulement avec la recherche de la vérité, mais aussi avec la manière dont cette vérité pouvait être perçue et interprétée. Dans ce contexte, Manu tentait de maintenir un équilibre entre son rôle d'enquêteur et les relations personnelles qui pouvaient interférer avec son travail. Cette dualité, bien que maîtrisée en apparence, représentait une source de tension constante, l'obligeant à naviguer entre des impératifs parfois contradictoires. Pendant ce temps,
Jérémy continuait de s'enfoncer dans une forme de solitude qui accentuait son trouble. L'évolution de l'enquête, les regards, les silences, tout contribuait à renforcer le sentiment qu'il était désormais au centre d'un mécanisme qu'il ne contrôlait plus. Cette perte de maîtrise, combinée à ses propres interrogations, créait un état d'incertitude difficile à supporter. Sur la plage, où il revenait encore, le décor semblait inchangé, mais son rapport à cet espace avait profondément évolué. Ce lieu, autrefois neutre, était devenu le point de convergence de toutes ses pensées, un endroit où il tentait de reconstituer ce qui lui échappait encore. En réécoutant une fois de plus le message d'Isor, il se concentrait sur les détails, sur les nuances, cherchant à comprendre ce qu'il n'avait pas su percevoir au moment où cela aurait pu faire une différence. Peu à peu, une idée prenait forme, non pas comme une certitude, mais comme une hypothèse de plus en plus difficile à ignorer. Isor avait peut-être voulu lui révéler quelque chose qui dépassait leur relation, quelque chose qui la concernait directement et qui pouvait représenter un danger. Si tel était le cas, alors sa mort ne pouvait être réduite à un simple conflit ou à un geste impulsif. Cette réflexion ouvrait une perspective nouvelle, dans laquelle le rôle de Jérémy devait être réévalué, non seulement en tant que suspect, mais aussi en tant que possible détenteur involontaire d'une information essentielle. Cette hypothèse, encore fragile, nécessitait d'être explorée avec prudence, mais elle introduisait une dynamique différente, susceptible de modifier profondément l'orientation de l'enquête. Ainsi, alors que l'affaire semblait approcher d'un point de bascule, les certitudes restaient encore hors de portée, laissant place à une tension croissante où chaque révélation pouvait redistribuer les cartes. À Montpellier, les destins continuaient de s'entrelacer autour de ce drame, chacun avançant avec ses doutes, ses peurs et ses espoirs, sans savoir encore quelle vérité finirait par émerger de cette affaire où rien n'était aussi simple qu'il y paraissait.